L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on reçoit Benoît Hédoux. Bonjour Benoît. Bonjour Thibault. Ingénieur en électronique, vous avez créé cette balise Lynx qui a vocation à sauver des vies en montagne. Vous nous expliquerez son fonctionnement au cours de cette émission. À côté de vous, Adèle Dumini, bonjour. Bonjour. Journaliste, biographe, alors pas pour des personnages célèbres, mais pour des particuliers, des anonymes qui ont envie de raconter leur vie dans un livre. Voilà, c'est une offre assez nouvelle, assez originale que vous proposez. Peut-être qu'un jour, vous raconterez la vie du duo TOU, représenté sur ce plateau par Marianne Girard et Julie Dumas-Fassi. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. TOU, c'est le nom de votre groupe. Alors c'est un peu tôt pour se lancer dans une biographie parce que vous l'avez créé assez récemment, oui, Marianne, ce groupe. Oui, il n'y aurait pas énormément de choses à raconter, quoique on s'est connus il y a très longtemps avec Julie et ce sont un peu des retrouvailles. Oui, parce que vous êtes deux musiciennes expérimentées. Voilà. Julie et Marianne, ça date depuis quand la première rencontre? La première rencontre 2003-2004. Ah oui, quand même. Comme ça. Ouais. Pour un premier groupe. D'accord, déjà autour de la musique. Oh, déjà autour de la musique, oui. Comment vous êtes revenus à remonter un projet ensemble? C'est assez drôle parce qu'on ne s'était pas vus depuis plusieurs années. Et puis j'étais dans une loge avec un autre groupe et je vois une photo de Julie. Alors du coup, je lui envoie un texto, je dis « Regarde, je suis dans la loge, c'était en Alsace. » Et je dis « Regarde, j'étais en photo en grand dans la loge. » Et suite à ça, on s'est dit « Bah tiens, on va se boire un café. » On a bu un café. Un ou deux ou trois cafés plus tard. Après, je lui dis ce serait cool qu'on monte un projet sans prise de tête, tranquille et tout ça. Elle m'a dit oui. Et puis voilà, quoi, c'était reparti. Ouais, voilà. T.O.U, ça veut dire quoi On peut prononcer ça tout. Tout, ça oui. marche bien. Ouais, je sais pas, j'ai vu des points, je me suis dit c'est des initiales, il faut peut-être respecter la... C'est un acronyme. C'est l'histoire du duo, en fait. Au tout démarrage, on s'appelait Two of Us et on s'est mis à écrire qu'en français. Et on a trouvé dommage de perdre l'origine du groupe à la fois parce que c'était toute une histoire. Ce Two of Us, en fait, on a choisi ce nom-là parce qu'ensemble, on était dans un groupe, donc un quatuor. Et les deux qui restaient de ce quatuor, c'était nous. Donc Two of Us, qui a dérivé vers Tout, T-O-U. Et alors, on se sert de ce T-O-U pour inviter le public à inventer différents noms de groupes à chaque concert. C'est un acronyme libre. Oui, parce que j'ai fait pareil. J'ai cherché TOU, ce que ça pouvait dire, mais comme je cherchais avec vos initiales, j'y arrivais pas. Donc... Oui, ça peut être très original, unique. Enfin, chaque concert est différent, du coup. Elle parle de quoi, vos chansons françaises, donc? Alors, nos chansons, elles parlent de plusieurs sujets. Elles parlent de la vie, en général. Elles parlent de la maternité, elles parlent du genre. De la sororité aussi. Ouais. C'est le quotidien, des choses parfois qui peuvent paraître très banales et comment l'intime parfois peut devenir universel parce qu'on partage tous un peu ces mêmes émotions, ces mêmes chutes et ces moments où on arrive à se relever. Donc c'est un petit bout de ça, quoi. Voilà. Le tout dans un style folk épuré, on peut dire. On va dire ça. Chanson folk, ça nous définit bien. On va regarder justement un petit extrait de votre clip qui s'appelle « Sur le chemin » pour découvrir un peu mieux votre univers. Sur le chemin, on m'a dit marche droit. Tiens-toi bien, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Sur le chemin, on m'a dit pas trop fort, pas trop bien, fonds-toi dans le décor. Mon chemin, il est pas comme ça. Mon chemin, il sera jamais droit. Sur le chemin, on m'a dit cheveux longs, longues jambes attachées aux talons. Un peu de bleu sur les paupières, des lèvres rouges, ça devrait le faire. Mon chemin, il est pas comme ça. Mon chemin, il sera jamais droit.
on aurait presque eu envie que ça continue. Moi, j'ai dans la tête cette chanson depuis que j'ai préparé l'émission, donc c'est un bon signe. Comment on se répartit le travail, d'ailleurs, pour composer? Il y en a une qui prend les paroles, l'autre la musique. Alors, en général, chacune arrive avec son idée, en général, texte et musique. Elle l'amène et ensuite, on travaille à deux. Il y a eu aussi des chansons qu'on a fait quasiment tout ensemble. Mais en général, il y a quand même une qui a même une idée, quoi. Il y a quelques phrases. Une base, un travail de broderie musicale. Et après, on trouve que c'est vraiment important d'arranger à deux pour avoir notre patte sonore à deux, quoi. Même au niveau des textes, chacune puisse se retrouver dans les mots de l'autre. Ça, c'est un challenge parfois. Ah oui, parce que vous chantez en duo, donc il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Et les voix sont vraiment l'élément central. Donc, il y a vraiment, on marie les deux voix. Elles sont souvent, on chante beaucoup en harmonie. Donc, c'est vrai que du coup, faut que les textes parlent aux deux, quoi. Sinon, c'est plus délicat. Alors, il y a une marque de fabrique aussi un petit peu du groupe, c'est l'utilisation d'instruments traditionnels, voire un peu rudimentaires, bizarres, scolaires. On peut mettre un peu tous les adjectifs qu'on veut quand on n'est pas un spécialiste en tout cas. Julie, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ce drôle d'instrument? Ça, c'est un mélodica. Donc un clavier dans lequel on souffle. Voilà, à air. Si on souffle pas, ça marche pas. Ah non, ça marche pas, on peut essayer. Ça évite les fausses notes du coup si on souffle pas. C'est un peu l'ancêtre de l'accordéon? C'est pas l'ancêtre, c'est l'ami de l'accordéon, c'est plutôt. Il est venu après, je pense. Ouais. Un cousin. C'est un cousin. Alors vous avez toute une palette d'instruments comme ça. Bon, vous m'en avez amené deux autres. Celui-là qui est... alors j'appellerais ça un gros tambourin, mais je pense que c'est pas le bon terme. Oui, un bodhrán ou bodhrán, ouais. Alors normalement, on utilise la main pour tenir la peau. J'étais sûr que j'avais mal. Et changer du coup la sonorité. Ah oui, je la mets derrière. Elle est à l'intérieur, on le tient à l'intérieur et on change la sonorité de la peau. Premier coup. Voilà. Je ne vais pas me risquer à jouer du bodhrán en direct sur le plateau. Celui-là, un peu plus sophistiqué, j'ai envie de dire, particulier aussi. Je n'avais jamais vu ce type d'instrument, donc ce n'est pas non plus un grand spécialiste. Alors, je vais le mettre là pour qu'on le voit peut-être un petit peu mieux. Comment ça marche? À quoi ça sert? Une shruti box. Alors, vous pouvez actionner le soufflet. Ici, là? Ouais, il y a déjà des notes de réglé. Et donc, les petites touches blanches qu'on voit sont des notes. Et c'est comme un clavier tempéré, les notes d'un clavier de piano. On peut appuyer sur les... Alors, il faut les fermer, les ouvrir. Ah, il faut les fermer, les ouvrir. Voilà. Ah oui, je vois. Et ça change la... Voilà. Excellent. Et après, on peut aller très loin comme ça, avec des harmonies. Ah ben non, mais c'est aussi le charme de la musique, de découvrir des instruments qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les groupes classiques. Il y en a une qui est plus portée sur la composition, les mélodies. Non, c'est les deux. Oui. Hein, c'est vraiment les deux, ouais. On a nos jours paroles et nos jours composition. Alors, il n'y a pas que des compos dans votre répertoire, il y a des reprises également. Oui. À votre sauce, évidemment, avec ces instruments minimalistes. Petit blind test pour Adèle et Benoît. On écoute ce morceau et vous me dites si vous reconnaissez le titre. Alors, garde les micros ouverts. Ah, non, voilà, c'est celui-là. Le premier qui trouve, il gagne le bodhrán. Vous êtes dans la tranche d'âge. Hein. Là, j'ai entendu. J'ai été un petit peu vache. C'est que j'ai coupé avant le refrain. Sinon, c'est trop facile. Si je vous mets le refrain, c'est trop facile. Vous n'avez pas trouvé? Non. Bon, je vais vous donner une séance de rattrapage. En tout cas, en écoutant votre version, moi j'ai reconnu assez vite, mais je suis peut-être un peu plus âgé qu'Adèle et Benoît, donc j'étais dans la bonne cible. Vous avez peut-être été plus en boîte de nuit, peut-être aussi. Peut-être aussi, puis surtout, c'est que j'ai reçu l'original sur le plateau de Télé Grenoble, au tout début de la chaîne, il y a plus de 15 ans. Eh oui, celui qui a créé cette chanson, qui l'a rendue célèbre. Et donc, comme on est une super équipe d'archivistes à la télé, on a retrouvé évidemment cette petite séquence. Comme ça, vous allez pouvoir, je pense, là, tout de suite raccorder avec la vraie, l'original de la chanson. Et en plus, Marianne, si vous êtes attentive, vous devriez reconnaître l'un des protagonistes de ce karaoké improvisé. C'était il y a plus de 15 ans, au tout début de Télé Grenoble. Elle est venue sans bagage.
naufrage. Pas mal, pas mal. Comme échoué d'un naufrage. Dans les cales d'un cargo, elle a quitté son île pour un monde nouveau, loin des bidonvilles. Allez, attention au refrain. 1, 2, 3. Eh ouais. Ah, j'ai coupé le refrain aussi, je pensais qu'on allait le reprendre tous en chœur. Bon, ça a tilté. Ouais, c'est bon. Bon. Jean-Pierre Madère, c'est vrai que c'était les années 80, et Jean-Christophe Prince, JC, qui est un musicien aussi expérimenté de Grenoble, qui chantait Jean-Pierre Madère sur un plateau de télé. Il y a du dossier, il y a du dossier. Ouais, il était présenté certaines émissions de Télé Grenoble à l'époque. Voilà pour la petite parenthèse private. Et puis il y avait Marie-Caroline aussi, notre journaliste du JT, qui était un peu moins sérieuse à l'époque, puisqu'on la voyait reprendre cet air qui est mythique en boîte de nuit ou ailleurs. D'ailleurs, en matière de reprise originale, il y a mieux que tout. J'ai trouvé mieux. Oui, une fois qu'on ouvre les archives de Télé Grenoble, forcément, on retrouve plein de petites pépites. C'était à peu près à la même époque, il y a une quinzaine d'années. Je ne sais pas si vous allez trouver Benoît et Adèle. En tout cas, vous avez 20 secondes pour préparer votre réponse. Alors là aussi, on est assez loin de l'original. Pas mal. C'était. Vous n'avez pas connu le groupe? Schuster, Eh oui, les Clash. Les Clash. Alors c'est une version un peu moins rock. Ah, mais l'interprétation est chouette. On n'a pas vu la réaction de Julie puisqu'on écoutait le morceau, mais génial, petite le explication de texte, Julie, sur ce qu'on vient de voir. Le duo d'Ithyrambe, c'est un duo de spectacle de rue que j'avais il y a donc un certain nombre d'années. Et qui faisait de l'intervention en rue. Voilà, on était des espèces de clowns burlesques qui chantions du lyrique. Mais nos chansons n'étaient pas du tout baroques. Ou en tout cas, elles en avaient l'air au premier abord. Mais c'était toujours des reprises disco, punk, rock. Voilà. Alors vous êtes la blonde ou la brune? Ou la rousse? Je suis la rousse. Vous êtes la rousse? J'étais la rousse. J'étais dame Bérénice de la Trouffinière et ma collègue s'appelait dame Cunégonde de la Garde-Montée. Voilà. Ah là là, du dossier là. On commence, hein, la chaîne a 18 ans, donc on commence à avoir un petit peu de matière en Je ne m'y attendais pas. en stock. C'était peut-être votre première apparition à la télé, en tout cas chez nous, si je me souviens bien. Revenons sur tout. TOU, la carrière ne fait que commencer. Peut-être qu'on ressortira les archives dans 10 ou 15 ans. Il y a un album qui est en préparation? Exactement, oui, un album qui s'appelle Sœur et qui devrait sortir en février, là. Avec les compos originales qu'on a vues. Il y aura la reprise de Jean-Pierre Madère ou pas dedans? Oui, il y a une reprise et c'est celle-là, exactement. Vous avez bien choisi. Et du coup, j'étais pas dans la confidence. C'est ça, et sinon, ce sont des compositions. Il y a 6 compos et une reprise. C'est un premier album. Et puis, il y aura une série de concerts aussi, notamment sur l'Aglo. J'ai noté le 27 janvier au Belvédère à Saint-Martin-du-Riage, 3 février à l'Atrium au Fontanil-Cornillon, et puis le 22 février au Mercredi de la Grange, c'est à Giers. Ouais. Voilà. J'imagine d'autres ensuite. On peut suivre le groupe notamment sur les réseaux sociaux. Marianne, est-ce que tout vous prend tout votre temps? Alors non, puisque j'ai un autre groupe qui s'appelle les Swing Girls qui prend quand même beaucoup de temps. J'avais peur que ça ait disparu, que c'était balayé par TOU. Mais non, pas du tout. Donc elles existent toujours, les Swing Girls? Oui, elles existent toujours, oui. On devrait les retrouver donc prochainement. Et à la Faïencerie à la Tronche, le 28 avril, si jamais. Voilà, le message est passé. On vous voit là, dans un autre style, mais avec toujours beaucoup d'originalité. Hein. Cette fois, vous êtes trois sur scène. Il sait comment me parler, je me laisse apprivoiser. La romance et le rond, bientôt les petits chatons, il est bien réglé, un peu trop rangé. Bon, voilà, pour l'autre casquette. Autre casquette, parce qu'on en a pas mal, Marianne. Julie, j'ai vu que vous étiez animatrice en chant prénatal. Entre autres, oui. Alors, deuxième petite explication de texte, ça ne m'a pas parlé comme ça. Alors, pour moi, prénatal, c'est avant que l'enfant naisse, donc vous chantez à travers le ventre de la mère, c'est ça? Non, l'idée, c'est d'utiliser la voix pour la future maman et les futurs parents, pour accompagner la grossesse et parfois même la naissance, tout en son. Voilà, une belle vocation. Oui.
Beau métier en tout cas. On vous retrouve tout à l'heure dans un live. Vous allez évidemment nous dévoiler un des morceaux de l'album. Avec plaisir. Pour finir l'émission, il y aura peut-être Jean-Pierre Madère en guest. Je ne sais pas encore. Bon, je laisse le suspense. Ça va faire monter l'audience de nos téléspectateurs. En attendant votre nouvel album et le live tout à l'heure, on va s'intéresser à une autre nouveauté. C'est nouveau, ça vient de sortir. Marianne et Julie, est-ce que vous êtes déjà perdus en montagne? Alors, on s'est perdu en voiture en montagne. Comment tout part? Je sais Avec pas. une tempête de neige, ça peut une être- voiture en panne, la dépanneuse, tout ça, ça marche ou pas? Ça peut peut-être vous servir. C'est Benoît qui va nous dire. C'est lui le spécialiste, Benoît Hédou, un pro de l'électronique qui vient de créer cette balise que j'ai là sur le plateau qui s'appelle Lynx avec un X à la fin. Vous avez lancé votre start-up il y a un peu plus d'1 an. Vous êtes installé au Tarmac à Mélan, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on a des bureaux à la fois aux Adrien Beldon et puis aussi au Tarmac, qui est un incubateur de start-up. Ça nous permet en fait d'échanger entre pairs. On a tous des difficultés à démarrer une entreprise et ce lieu-là, il est vraiment chouette pour ça. Alors c'est un produit qui est tout nouveau, qui va être commercialisé dans peu de temps, mais qui a déjà reçu quelques prix. Oui, on a. Alors, le principe de cette balise-là, en fait, c'est au-delà d'appeler les tiers de confiance, la famille, pour qui va appeler les secours. L'idée, c'est de solliciter les personnes qui sont à proximité. Et du coup, on travaille sur un axe qui est l'entraide, qui est indispensable en montagne. Donc, on a un prix sur les applications utiles pour la société civile, la solidarité. Et puis, on a un prix aussi pour l'innovation sportive, InnoSport, et donc qui vient montrer l'intérêt de ce produit-là. Ouais. Alors, comment elle fonctionne, cette balise? Là, je l'ai mis en marche sur le plateau, mais on n'est pas perdu. Loin de là. Déjà qu'on l'a allumé, en fait, ça vient se met des petits cailloux. En fait, ça laisse des points que notre famille, elle peut nous suivre, savoir où est-ce qu'on est. Et puis après, si on est en difficulté, soit la balise, elle va détecter tout seul un accident, soit on tire en fait sur la tirette du dessous. Là. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, j'ai l'accident. Je viens de tirer. Voilà. Et donc là, le message, en fait, il part dans le cloud pour avertir la famille, pour dire, voilà, je suis en difficulté. Alors, le cloud, c'est le nuage. Ouais, c'est pour aller sur Internet. Et puis après, Internet permet de redescendre le message auprès de nos amis pour savoir ce qui est en train de se passer. Et puis aussi, le message, il part vers les autres balises pour les avertir, pour dire, voilà, je suis en difficulté, est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un autour de moi qui pourrait venir m'aider? C'est-à-dire que d'autres pratiquants, par exemple, de la montagne, qui pourraient être à proximité, qui, ayant la balise, peuvent également être prévenus. Et on a une application aussi, qui s'appelle Bivouac, où on reçoit la notification si on est sous la couverture GSM. Bon, c'est ce qu'on voit là sur ce petit clip de présentation. Un VTTiste qui fait une chute malheureuse. Là, il ne peut pas déclencher la balise, elle se déclenche toute seule. Elle se déclenche toute seule, oui, tout à fait. Elle ressent les chocs. Elle détecte le choc, le fait que la personne ne bouge plus, et là... l'alerte est envoyée. Donc dans le clip, en fait, on voit qu'il y a à la fois un randonneur et puis une trailleuse qui reçoit le message. Et puis, à ce moment-là, il se dirige le plus rapidement possible vers la personne. Ouais. Alors, c'est surtout à destination de ceux qui pratiquent la montagne seuls. Ça représente beaucoup de monde? Eh bien, au départ du projet, qu'on a créé ce projet-là, on n'avait pas imaginé en fait à quel point les gens sortaient seuls. On a mené une vaste enquête, on a interrogé près de 6000 personnes dans différents sports. Et il se trouve qu'on est près de 70%, ou à un moment ou à un autre, ça nous arrive de sortir seul. Donc 70%, c'est quand même important, et on sort plutôt loin. On n'a pas forcément de couverture GSM. Du coup, il a fallu inventer un procédé qui nous permet d'être joignable un peu tout le temps, quoi. Oui, et puis le GSM, le téléphone, ça demande aussi d'être conscient, d'être capable de composer un numéro de téléphone. On le voyait sur une petite démonstration que... Le téléphone, c'est assez super pour envoyer une alerte. On a de la voix, on peut dire où est-ce qu'on est, c'est pas mal. La balise, en fait, elle vient venir fiabiliser cette demande d'alerte parce que malheureusement, on a souvent des problèmes de batterie en montagne avec le froid. Le téléphone, ça consomme beaucoup d'énergie. On a les problèmes d'accessibilité aussi. Sortir son téléphone, ce que vous disiez, trouver l'application, lancer l'alerte, c'est pas évident. Si c'est une urgence vitale, c'est compliqué. Et puis enfin, le problème de couverture réseau. Le téléphone passe pas partout en montagne, malheureusement. Vous travaillez avec les secouristes, le PGHM, le CRSM, sur ce produit? On est en discussion avec eux.
Donc le souhait, en fait, c'est de venir les équiper de cette balise-là, qui va permettre, en fait, de retrouver facilement les personnes. Un avantage de cette balise-là, même si elle n'est pas allumée, en fait, elle est toujours en écoute. Ce qui fait que si on a disparu, la famille peut appeler les secours. Les secours interrogent la balise à distance et elle retourne ses coordonnées GPS et du coup, ils vont directement sur la personne à retrouver. Alors, est-ce qu'un des écueils du développement de la balise, c'est pas que les montagnards n'aient pas envie d'être fliqués comme ça en permanence quand ils font leur activité? Oui, alors on y a pensé. On peut désactiver cette notion de petit caillou là qu'on laisse derrière soi. Après, c'est le choix de la personne de ne pas être retrouvée. Après, le fait qu'elle soit en écoute tout le temps, c'est-à-dire qu'elle donne pas sa position et on sollicite en cas d'accident savoir où elle se trouve. Ouais, bon, puis, le but, c'est quand même de sauver des vies. Il y a malheureusement des cas d'accident où, en ayant été prévenu de la localisation d'une chute, on aurait sûrement pu intervenir. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai un ami comme ça qui a disparu en faisant du vélo. On ne l'a jamais retrouvé. Puis, s'il a été retrouvé au bout d'1 an, malgré les recherches en hélicoptère, alors que s'il avait été équipé d'un appareil comme ça, il aurait été sauvé. Ouais. Bon, pour que ça fonctionne, j'ai bien compris, il faut aussi qu'il y ait un réseau assez important d'utilisateurs. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, la commercialisation vient juste de démarrer. On a fait un crowdfunding, c'est-à-dire un financement participatif pour lancer les commandes. Et là, on va lancer en production. Donc on espère avoir nos balises en mars. Il faut un certain nombre d'utilisateurs. Mais on a aussi créé une application smartphone qui s'appelle Bivouac, qui permet en fait de lancer aussi une alerte avec un téléphone, mais surtout ça veut dire que les personnes qui sont à proximité vont recevoir une notification sur leur téléphone pour leur dire là il y a eu un accident. Donc même si elles n'ont pas la balise, on va quand même créer ce réseau de secours en montagne. Est-ce qu'une balise comme ça peut remplacer le DVA qui est l'équipement indispensable pour tous ceux qui partent en montagne l'hiver, qui permet de retrouver quelqu'un coincé sous une avalanche ou la neige? Oui, alors le DVA, un détecteur de victimes d'avalanche, malheureusement, c'est un appareil qui est passif, c'est-à-dire que ça ne lance pas d'alerte. Si on part seul, et on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui partaient seules, si jamais ils se font coffrer sous une avalanche, les chances de survie, elles sont plutôt de 15 minutes. Et donc, le DVA ne va pas permettre de sauver la personne si personne n'est au courant qu'elle vient de se faire coffrer. Et donc là, la balise, elle est active, c'est-à-dire que par elle-même, elle va lancer l'alerte pour aller solliciter les skieurs qui seraient à proximité. Et donc, pour accélérer en fait la recherche de la personne, donc il faut s'appuyer sur les gens qui sont à côté de nous. Bon, un DVA, c'est à partir de 300 € à peu près. Le prix de votre balise qui va commencer à être commercialisé? Oui, ça va être autour de 250 €. Donc c'est une balise multisport qui peut être utilisée dans beaucoup d'activités. Ouais. Bon, qui a une durée de vie, une autonomie assez longue, j'imagine. Oui, on a beaucoup travaillé sur la sobriété, le fait aussi que le produit puisse être réparable. On a essayé de le faire assembler localement, donc on a pris en compte tout ce projet-là pour que c'est du sens pour nous aussi. Bon, un produit made in Isère, en tout cas inventé, imaginé ici par des pratiquants de la montagne, donc qui devrait être ici, adapté et produit ici, c'est important de le dire. Il y a un site internet, Lynx, avec le X. Oui, alors, ou Lynx, ça dépend. Lynx, voilà, c'est peut-être mieux. Ouais, après, quand on sera au niveau international, on parlera de Lynx, mais pour l'instant, au niveau français... Restons au Lynx. On va parler de Lynx. Voilà, lynx.eu, si vous voulez vous renseigner, puis peut-être passer les premières commandes, puisque le produit démarre à ce moment-là. En ce moment, c'est pas votre premier projet, Benoît, de création. Vous avez créé en 1999, c'était au siècle dernier. Ouais. Un site qui existe toujours, vous l'avez cité, Bivouac, mais qui a une autre vocation. Hein. Oui, en fait, c'est un site collaboratif qu'on avait créé en 99 avec un copain. L'idée, en fait, c'était un site où les gens puissent parler en fait, de leurs pratiques de montagne, de pouvoir échanger des bons conseils, parler de topos, des agendas intéressants. Et donc ça, c'était un site de passionnés. Et puis moi, à côté, j'avais un métier. Et puis ça a continué d'exister. Et puis finalement, quand j'ai créé la société, je trouvais que ça avait du sens de ramener tout ça au centre du projet et puis de continuer à créer justement, relancer cette communauté de montagnards passionnés. Bon, on peut toujours aller, on voit là quelques images de ce site, bivouac.net, pour poster des randonnées, regarder les sorties qui ont été mises en ligne et échanger comme ça. Tout à fait, ouais. Bon, il y a plusieurs sites collaboratifs comme ça qui sont bien développés sur Grenoble depuis
quelques années. Et puis il y aura un lien maintenant avec la balise Lynx. Vous n'avez pas gagné le beau Laurent, puisque vous n'avez pas trouvé Jean-Pierre Madère. Donc voilà, mais en tout cas, si vous cherchez des idées de cadeaux, il y a cette petite balise qui peut plaire aux pratiquants de la montagne. Il y aura très prochainement le CD, l'album de Tout T.O.U. Et puis on peut rajouter dans la corbeille un livre un peu particulier, vous allez voir. Allez, un livre personnalisé signé Adèle Dumini. Bonjour Adèle, rebonjour. Bonjour. Journaliste grenobloise, vous travaillez notamment pour le Dauphiné libéré, et vous lancez dans la profession de biographe particulier. Alors un biographe ou une biographie dans le monde de l'édition, on connaît, c'est la vie des personnages célèbres racontée par un journaliste. Il y a pas mal d'autobiographies aussi, on fait croire que c'est le personnage célèbre lui-même qui raconte sa vie, mais souvent il y a quelqu'un derrière pour écrire. Vous vous êtes lancé sur un autre créneau, donc la biographe pour particulier, si je comprends bien, c'est pour nous, pour Monsieur Tout-le-Monde, pour les anonymes. Exactement. La réflexion que je me suis faite, c'est que c'est pas parce qu'on ne laisse pas forcément une trace dans l'histoire qu'on ne mérite pas de laisser une trace, au moins à l'échelle familiale. Donc le but, c'est de pouvoir quand même transmettre son expérience de vie à ses proches ou à sa famille. Alors vous êtes journaliste, écrire, vous avez l'habitude. Je crois que vous étiez d'ailleurs professeur de lettres avant. Oui, dans une première vie, effectivement. Alors, avant de devenir journaliste local. Une première ou une deuxième vie qu'on veut cacher un petit peu comme ça. Bon, j'ai pas d'image j'ai pas d'image de vous en cours, rassurez-vous. Cette idée, elle est venue comment? Elle a mûri au fil du temps? Oui, en fait, elle est vraiment venue en pratiquant mon travail de journaliste local de presse. C'est-à-dire que moi, dans mon métier, je fais beaucoup de portraits d'acteurs locaux dans tous les domaines. Donc, je vais à leur rencontre, je discute avec eux une demi-heure, 1 heure, et puis ensuite, j'écris un portrait qui est très, très synthétique, en fait, de leur vie. Et puis plusieurs fois, je me suis sentie un peu frustrée en me disant j'aimerais bien creuser quand même la vie de cette personne, aller sur les événements fondateurs, tirer les fils rouges encore plus qui l'ont mené à faire tel ou tel choix. Et puis, à un moment, j'ai eu cette idée d'être biographe pour particulier. J'ai bien cru avoir inventé la profession, ce qui n'était pas le cas en réalité. J'ai fait une petite recherche rapide sur un moteur de recherche bien connu. Et puis, j'ai vu que ça existait déjà, mais qu'il y en avait encore assez peu. Et je me suis lancée dans le coin, à Grenoble. Voilà, autour de Grenoble. Alors, vous avez déjà quelques expériences, notamment un des livres là, que vous m'avez amené, Ma vie d'électron libre. C'est le titre. Alors, on va pas révéler de qui il s'agit, puisque ça reste des particuliers, que c'est souvent pour un usage privé. Concrètement, comment ça se passe pour écrire le livre sur cet habitant de la région? Comment vous avez procédé? On s'est vu en fait régulièrement. Disons que pour être assez exhaustif, une dizaine de séances d'1 heure à peu près, c'est la norme. Là, il se trouve que ce monsieur a eu envie d'en ajouter encore un petit peu, donc c'est déjà une biographie qui a un certain volume. Mais donc on s'est vu toutes les semaines, et puis d'une semaine à l'autre, moi j'ai avancé sur l'écriture. Je revenais à chaque fois avec un nouveau chapitre pour le soumettre à ce monsieur, qui corrigeait au fur et à mesure, et on est allé comme ça de va-et-vient en va-et-vient jusqu'à l'ensemble de la biographie, en se mettant d'accord à chaque fois sur les thématiques qu'on allait aborder d'une semaine à l'autre. Alors, avec aussi des illustrations, des photos, oui. J'imagine que... Oui, ça c'est le choix de la personne, voilà, d'ajouter ou non des photographies. Qui commande, entre guillemets, ce bouquin? C'est la personne dont vous racontez la vie? Et non, justement, pour le moment, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les enfants ou les petits-enfants qui ont souhaité offrir ce cadeau à leur grand-père, ou en ce moment, je suis en train de le faire pour une dame de 96 ans. Et là, pour le coup, on voit bien quel est le rôle de la biographie, c'est-à-dire que les générations qui arrivent derrière ont envie de savoir, en fait, quelle a été la vie de leur aîné. Leur ancêtre. Oui. C'est une forme vraiment d'héritage, de valeur, d'expérience. Donc là, à chaque fois, c'était ça, c'était un cadeau.
Une forme de transmission. De coucher ça, la personne qui n'a rien demandé, qui vous voit débarquer, elle est d'accord pour vous livrer sa vie comme ça à une inconnue? Là, pour la dernière biographie que je suis en train de faire, il a fallu que j'argumente, effectivement, pour montrer quel était l'intérêt. C'était les petites filles de la dame qui souhaitaient absolument connaître la vie de leur grand-mère. Alors on pourrait dire, bon, pourquoi ne leur pose-t-elle pas la question directement? Mais en fait, on se rend compte que c'est pas toujours évident, ni pour les gens proches qui interrogent, ni pour ceux qui veulent répondre, de se confier. Paradoxalement, c'est plus facile de le faire avec une tierce personne qui a une distance et qui est un petit peu plus neutre. Comme chez le psy, un petit peu, en quelque sorte. En tout cas, c'est une idée originale. Ça peut être une belle idée de cadeau, si toute la famille est d'accord. J'imagine que ça coûte un petit peu plus cher qu'une balise Links, parce qu'on a vu que vous investissiez pas mal de temps. Puis après, il faut écrire. Là, il y a 150 pages, par exemple, sur ce livre. Ça ne sort pas comme ça en quelques minutes. C'est quoi l'ordre de grandeur du budget pour vous solliciter? Ça dépend vraiment du nombre de séances, parce qu'on n'est pas obligé d'être vraiment exhaustif. On peut aussi se concentrer sur des périodes données de la vie. Donc, pour les plus petits ouvrages, ça va être autour de 600. Mais c'est vrai que si on est sur un ouvrage exhaustif et qu'on va jusqu'à l'impression d'un livre, ce qui n'est pas obligatoire, je peux aussi rendre un fichier PDF, on est plutôt autour de 2000 €. Mais tout ça, ça se voit en fonction de la personne. De toute façon, j'imagine c'est au cas par cas, en fonction de si elle a beaucoup de choses ou pas à raconter aussi. Cette personne, ça peut démarrer à n'importe quel âge, ou il y a déjà des personnes qui ont déjà un vécu pour qu'il y ait quand même un peu de matière? Non, je pense que là, le réflexe, ça a été à chaque fois de l'offrir à des aînés. Mais je pense vraiment qu'il n'y a pas d'âge pour commencer une biographie, et qu'on peut très bien même l'envisager en plusieurs fois à la rigueur. Et ça peut être intéressant aussi de le faire à un moment où la mémoire est encore toutes ses capacités, quoi. Vous romancez rien? Non, 100%. J'essaie d'être au plus fidèle, même si bien sûr j'essaie d'étoffer et de ne pas être juste dans le squelette des événements. De mettre un peu votre patte aussi dans la façon de raconter. C'est un mélange de deux voix, de la voix de la personne et de la mienne. Mais je veille à ce que les gens qui connaissent la personne dont j'écris la biographie la reconnaissent pleinement quand ils lisent la biographie. En tout cas, c'est un exercice intéressant, c'est nouveau, sur l'agglomération. Il y a un site, biographe-grenoble.fr, qui est votre site où on peut se renseigner, vous contacter, voilà, il s'affiche. Et puis, je ne sais pas si un jour, Marianne ou Julie, vous avez envie de faire plaisir à un de vos proches un peu plus âgés. Ça donne des idées. Le lien est fait, mais c'est une idée originale. Il nous reste un tout petit peu de temps. On va avoir quand même quelques minutes pour faire un petit tour de table avec vos bons plans. Et le bon plan d'Adèle, là, ce n'est pas la biographe qui va parler, c'est plutôt la mère de famille. Effectivement. Alors, quand vous m'avez demandé un bon plan, j'ai pensé à une découverte que j'ai faite tout récemment. C'est une association qui s'appelle Tohu Bohu et qui met en relation des parents de l'agglomération grenobloise. Parce que c'est vrai que c'est quand même un grand changement dans la vie et puis on peut se sentir un petit peu isolé. Et on est quand même dans une société assez individualiste. Donc, j'ai été heureuse de voir que cette association existait. J'y ai adhéré. Alors, pour l'instant, je ne peux pas en parler beaucoup plus que ça, parce que je viens d'adhérer, mais je n'ai encore participé à aucun événement. Ça va venir. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'initiative vraiment chouette. Bon, et puis il y a le site internet qui s'est affiché pendant que vous en parliez. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, le bon plan de Benoît, évidemment, il est lié un peu à la montagne. Hein. Oui, il est lié au sport. Il y a le 27-28 janvier, il y a une course de ski alpinisme au Sept-Lô. Et il y a aussi une nocturne en fait, pour découvrir cette activité. En fait, c'est le ski de randonnée. Et on sera également présent. Donc, je vous invite tous à venir pour découvrir le ski de randonnée. La course s'appelle la Belle Étoile. Elle est organisée par le Dauphiné Ski Alpinisme, qui est un club auquel vous participez. Là, on voit des images de la course des élites sur les arêtes du massif de Beldon. Mais cette année, il y aura une nocturne le samedi, ouverte au grand public, à Monsieur Tout-le-Monde, aux anonymes qui sont dans les livres que propose Adèle. Et puis, je précise qu'on recevra prochainement Céline Martin, qui est la présidente du club, qui viendra nous en parler un peu plus longuement de cet événement qui fait partie des activités incontournables de l'hiver à Grenoble.
Marianne, Ça m'avait fait peur. le bon plan, il est en lien avec la petite production Lego qui est sur ce plan là qu'on voit. C'est le plateau de Télé Grenoble, revu et corrigé par une spécialiste du Lego. Alors c'est pas vous la spécialiste du Lego. Non, c'est pas moi, c'est Alexandra qui fait des ateliers Lego donc pour les enfants, pour les ados. Et elle intervient aussi dans les entreprises pour les adultes, pour gérer des conflits dans les entreprises. Vous me regardez avec un drôle d'air. Non, vous avez peut-être besoin de... Alors du coup, voilà, elle propose des ateliers donc à Grenoble, elle en a à Almont pendant les vacances de février. Voilà. On construit donc comme ça des Lego pour... Alors, pour les enfants, voilà, c'est de la construction, c'est plutôt ludique. Elle fait aussi des ateliers psychopédagogiques, donc par exemple pour travailler sur le lien parent-enfant. Voilà, et puis donc comme je vous disais, dans les entreprises aussi. Bon, elle vient d'être certifiée Lego Serious Play. Je ne savais pas qu'il y avait des labels aussi pour les animateurs, les Lego. En tout cas, il y a un site internet également qui va s'afficher. Et là, voilà, il y a le duo TOU, tout en Lego. Comme quoi, tout arrive. Julie, pour finir, un petit coup de cœur, je crois, pour une créatrice grenobloise. Oui, pour Delphine Robin, qui est une créatrice textile. Et entre autres, elle a fait les boucles d'oreilles que je porte. Ah, bah voilà. Et donc, elle travaille toute une gamme de boucles d'oreilles faites à base de tissus, à partir de tissus, et surtout, c'est du recyclage. Elle travaille beaucoup avec des matériaux qui ont déjà eu une vie, qu'elle transforme. Et donc, elle fait plein d'ateliers pour les enfants, pour les adultes, des créations de vêtements, de bijoux. Donc, Delphine Robin. Et elle a une boutique Etsy, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Et elle vend aussi ses créations à Grenoble dans différentes petites boutiques. Et voilà. Eh ben, très bien, une spécialiste de l'upcycling, comme on dit. Oui, c'est ça. Allez, moi, mon bon plan, c'est de finir en musique cette émission. Merci à tous les quatre. Merci. On laisse Marianne et Julie à la manœuvre. Merci. Pour un des extraits de leur album qui s'appelle Sœur, qui va bientôt sortir. Le titre s'appelle Matrescence. Parfois on y fait naufrage. Et seul sur cette île, contre et sauvage, moi je perds le fil, le courage. Et c'est pas la mer à boire, donner la vie, porter l'espoir au creux de nos bras. Et si je n'y arrive pas, et c'est pas la mer à boire, mais moi je me noie dans cette histoire, je me débat, ne m'en veux pas. Ventre vide et cœur plein, ma tête ne comprend plus bien quand toi collé à mon sein, tu grandis, tu deviens, et moi, je ne suis plus rien. Et c'est pas la mer à boire, donner la vie, porter l'espoir au creux de nos bras. Et si je n'y arrive pas, et c'est pas la mer à boire, mais moi je me noie dans cette histoire, je me débat. Désirer t'attendre, rencontrer tes grands yeux, sentir mon cœur se fendre d'amour, se fendre en deux. Après 9 mois de toi, l'amour pousse les gravats de cette vie.
d'avant toi. Et c'est pas la mer à boire, donner la vie, porter l'espoir au creux de nos bras. Je renais avec toi. Et c'est pas la mer à boire, ça restera une belle histoire qu'on relira, le cœur rempli de joie. Mon enfant, je grandis avec toi. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.